Bonjour, je suis Frédéric, psychologue clinicien du travail. Ce podcast donne la parole à celles et ceux qui ont vécu ou vivent un burn-out d'origine professionnelle. Ici, on prend le temps de raconter son histoire, comment ça a commencé, comment on a traversé les événements et ce que l'on aimerait partager avec d'autres. Je défends une idée simple mais qui me semble essentielle, le burn-out vient du travail, pas des fragilités individuelles. Alors, pas de chichi, pas de filtre, juste des récits bruts, authentiques et humains. Bienvenue dans Parole de Burn-out, bonne écoute. Dans cette seconde partie du témoignage de Natacha, on entre dans la phase de l'effondrement. Elle évoque l'hospitalisation, les idées noires, la perte de repères, puis le lent travail de reconstruction. Un récit touchant, sincère et une leçon de courage. T'avais réussi à prendre des congés quand même dans cette période ou... Oui, Ouais. j'étais partie chez une semaine en juillet, ça je m'en souviens, et je pense que j'étais partie pour ma famille aussi en Bretagne. Et donc là, dans cette période-là, donc j'imagine que sans qu'il y ait de grands bouleversements de travail, mais clairement, le travail devenait de plus en plus difficile, non? De plus en plus En fait, pénible. pas que le travail. Je veux dire, la semaine de vacances où je suis partie en juillet, je suis partie seule. Je suis partie, voilà, je voyageais en train et je voyais à quel point c'était compliqué pour moi de communiquer avec n'importe quelle personne autour, d'arriver dans un endroit où je devais partager ma chambre. J'avais perdu mon sourire, totalement. Et cette semaine m'a fait beaucoup de bien. Et quand je suis repartie de là, je me suis dit, ouf, j'y arrive. Enfin, je suis pas si monstrueuse que ça, donc parce que je me voyais vraiment de manière très négative, en me disant j'y arrive pas au travail tous les jours, on me considère pas, j'ai pas d'amis, j'ai pas de collègues qui m'aiment bien. Voilà. Et cette semaine, c'est tellement bien passé que ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien d'être au milieu de gens qui étaient normaux, qui étaient Ouais. humains et qui étaient bienveillants. Et donc cette semaine-là, c'est très bien passé. Mais voilà, comme je disais, hein, ça a duré. Je crois que j'ai travaillé 2-3 semaines et ensuite j'avais encore des congés, donc je suis repartie chez ma famille. Et là, vis-à-vis de ma famille, j'ai été franche et directe. Tout le monde savait que j'allais pas bien. Donc j'ai une cousine qui m'a beaucoup écoutée. Je me suis froissée avec elle aussi parce qu'elle ne comprenait pas à quel point j'étais désespérée. Donc j'avais un discours très très négatif. Il faut le dire. Hein. Ça a été vraiment compliqué pour tout le monde. Et quand tu dis qu'elle n'a pas compris ou que tu avais un discours très négatif, qu'est-ce qu'elle ne comprenait pas dans ce que tu disais? Que j'arrive pas à passer à autre chose, que je rumine, que je sois tout le temps dans le négatif, que j'ai des idées noires. Parce que donc les idées noires ont commencé à ruminer vraiment dès l'été. Donc là après, donc t'as l'été qui passe, etc. Rentrée Ouais. septembre, l'arrêt n'est plus très loin. Donc Je demande à changer de service à la rentrée parce que Ouais. donc Et- l'évaluation s'était passée. Mon chef avait été en vacances, donc je l'avais pas revu. J'avais peur du mois de septembre en me disant mais je peux plus travailler pour lui en fait. Après cette évaluation de milieu de période, j'avais plus envie. Vraiment, je voulais changer de division. Là, je voulais vraiment changer de service. Et rien ne s'est passé. Donc j'arrive en septembre et la plainte administrative que je pensais faire, elle a pas abouti. Donc ma contestation d'évaluation n'a rien donné. Personne ne me recontactait en fait et je me disais bon j'attends. Et il faut savoir que il y avait une autre chose importante, c'est que je travaillais avec un contrat particulier. Donc malheureusement ça fera comprendre à beaucoup de gens où je travaillais. J'étais en CDD parce que c'est une pratique à peu près normale là où je travaille. Donc il faut plusieurs années avant d'avoir son CDI. Et c'était l'année de conversion pour beaucoup de gens. Et après 4 ans d'ancienneté, en général, on pouvait obtenir son CDI. Donc j'y arrivais. J'y arrivais tout doucement. Donc, je me disais, vu comment ça s'est passé cette année, est-ce que je peux encore compter sur mon chef pour avoir la conversion? J'avais des doutes. Donc je lui en ai parlé. À un moment donné, je lui ai reparlé. Il a bien fallu. Et je lui ai demandé si, voilà, si on en tiendrait rigueur, si ça allait jouer dans la balance, etc. Et donc là, il m'a dit non, je vois pas d'inconvénient. Je pense que vous l'aurez d'ici la fin de l'année. Ça devrait se résoudre. Et puis voilà, ça prend du temps parce qu'on a beaucoup de monde à convertir, mais il y a pas de raison. Et donc voilà, j'y ai cru. Et en fait, ça s'est pas abouti. Absolument pas. Non. En fait, il y a eu plusieurs informations qui sont arrivées. Donc, j'ai appris en me renseignant parce que de sa part à lui, j'ai jamais eu d'informations fermes. J'ai jamais su quel délai, à quelle période je pouvais l'attendre. Est-ce que c'était un oui? Est-ce qu'il fallait que je fasse quelque chose, que je fasse mes preuves? Donc j'en savais rien, donc je me suis dit je vais passer au-dessus, puis je vais me renseigner auprès de la coordination des ressources humaines, et c'est ce que j'ai fait. On m'a dit que la décision avait été prise de ne pas convertir. Je me suis dit d'accord, donc j'ai pas été informée, et je l'ai appris comme ça. Donc ça a été un choc. En plus, c'est toi qui dois faire les démarches, c'est à toi de faire les recherches. Tu découvres quelque chose qui t'était caché quelque part. Et donc après, je suppose que tu reviens vers ton chef pour lui en parler. J'ai essayé. Quand je l'ai su, je l'ai appelé au téléphone, il a pas décroché. J'ai appelé son assistante, elle a pas décroché. Et je me suis dit il faut que je change de service. Donc là, j'ai demandé, j'ai dit je veux vraiment changer de service, faites quelque chose, je reste pas travailler là.
c'est pas possible. Je veux dire, j'ai plus aucune chance. C'est fichu. Pour moi, c'était fichu. Là, tu es en CDD, mais ça veut dire qu'il y avait pas de perspective qu'on te reprenne? Ou c'était un renouvellement de contrat à durée déterminée? Ou c'était, Le CDD avait couru encore pendant quelques mois, donc j'avais encore du temps devant moi. C'est pas comme Mmh. si c'était définitivement non, mais ça voulait juste dire que c'était retardé. Mmh. Moi, j'avais des échéances derrière, donc j'avais un bail qui se terminait, donc que je devais renouveler, et donc tout ça, ça m'inquiétait. J'avais une épée de Damoclès sur la tête. Ça pèse, Mhm. c'est pas rien quand même. Enfin, tu vois, je veux Non, dire le quotidien de travail dans une situation d'incertitude, ça c'est ça. génère beaucoup de stress aussi, dans lequel tu te dis. Exactement ce que j'ai ressenti. Une insécurité qui est devenue insupportable, vraiment insupportable. Et finalement, du coup, tu pars en arrêt. Eh bien, pas tout de suite. Pas tout de suite. Il y a eu un événement déclencheur. En fait, j'ai reçu un message de l'assistante du chef qui me dit tu te rends compte, il vient d'apprendre que tu voulais te changer de service, on l'avait même pas informé. Et là, je suis choquée. Je suis choquée qu'elle me demande à moi mon avis et qu'elle prenne en pitié le chef, etc. Et là, je lui dis mais je lui dis: «Tu te rends compte de ce que tu dis?» Je lui dis: «Moi, mon contrat se termine dans 6 mois, mon bail se termine dans 2 mois, je sais pas où je vais et tu me parles d'un petit détail qui n'aura aucun impact sur sa vie?» Et je lui dis: «Tu sais que je suis en dépression, tu sais que je vais pas bien et tu penses vraiment qu'il a un problème, que c'est un problème pour lui?» Et donc moi, dans tout ça, je suis quoi? Donc je me suis dit: «Ouais». Là, je me suis effondrée, en fait, vraiment. Je suis pas retournée travailler, j'ai pas réussi. Donc là, quand tu dis: «Tu es pas retourné au travail», c'est-à-dire que le jour J où tu devais aller te rendre à ton travail, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu donc mon médecin qui, donc c'était un généraliste, qui a vu que j'allais très mal et qui m'a dit: «Je veux vous voir toutes les semaines. Je veux que vous ayez un suivi avec moi, que vous puissiez me parler». Et donc c'est ce que j'ai fait. J'y suis allée 1 fois, 2 fois, 3 fois et la 3e semaine, je parlais plus. Donc il a parlé tout seul, voire il m'a laissé des blancs. Je crois qu'il a pas compris à quel point j'étais entre 2 eaux, compliqué. Et ça a été le jour où j'étais en contact avec un ami avec qui je discutais, mais on ne se connaissait absolument pas, si ce n'est au téléphone et conversation. Donc c'est quelqu'un que j'ai rencontré par chat, par conversation, à qui j'ai envoyé un adieu. Il avait pas mes coordonnées, il avait pas mon adresse, il connaissait pas mon nom de famille, et pourtant il a réussi à ameuter tout le monde et on est venu me chercher chez moi pour m'hospitaliser. Et ça a duré combien de temps l'hospitalisation? Ça a duré 10 jours parce que j'ai demandé à sortir. J'ai demandé à rentrer chez moi contre l'avis des médecins. Comment ça s'est passé après le retour chez toi, toute cette phase-là, du coup? Alors ça a dû être une phase très, très, très pénible, enfin très difficile. Ouais, j'ai eu un grand suivi de la part de mes enfants parce que forcément mes enfants ont eu peur de me perdre, car elles ont été beaucoup présentes, tantôt l'une, tantôt l'autre, même si c'était pas très simple. Mais on m'a pas laissé beaucoup toute seule après parce qu'on savait que voilà que On avait peur en tous les cas. ça allait pas très fort. Les événements du travail et tout ce qui s'est passé qui t'ont amené Ouais. à cette situation. C'est exact, mais c'est parce que j'avais vraiment, on dit toujours qu'il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais donc mes enfants étant grands et partis de la maison, tout ce qui me restait, c'était mon travail. Et donc c'était pour moi la seule valeur que j'avais, donc si je perdais ça, je perdais tout. Et là, tu avais l'impression de le perdre et que la vie méritait plus en tous les cas ou que c'était, Que j'y arrivais pas en fait, que j'étais inadaptée, que j'y arrivais pas, que j'avais un problème. et depuis, alors si on revient aujourd'hui là pour souffler un peu et reprendre de la distance par rapport Oui. à cet événement, enfin, en tout cas moi dans l'échange que j'ai avec toi, Mmh. j'ai une personne qui a l'air d'aller mieux en tous les cas, et du coup je me dis qu'il y a quand même du travail qui a dû se faire depuis cette époque-là. Mais il s'est passé presque 1 an et demi depuis, donc oui, il y a eu du travail de fait, tout à fait. Et qu'est-ce qui t'a aidé à te relever de tout ça? Alors, je suis pas restée très longtemps à la maison, étonnamment. Donc j'ai voulu reprendre le travail, après 3 mois, je pense. J'ai repris à mi-temps. Ça s'est pas très bien passé parce que j'ai repris dans une nouvelle division et j'ai su très, très vite que j'étais uniquement la 5e roue du carrosse et qu'on m'a mis là parce qu'on savait pas où mettre. Donc en termes de valeur, on se sent pas mieux, hein, clairement pas. Donc ça a duré le temps que ça a duré et puis il s'est passé la même chose que dans le service et on sait pas sur quoi on peut t'évaluer puisque tu travailles pas beaucoup, enfin t'es pas très présente et puis t'es pas très active et puis on sait pas trop ce que tu fais. Et moi je savais que j'étais revenue trop tôt, je savais que j'étais pas prête, je savais qu'il y avait énormément de boulot derrière à faire pour que je retrouve ma confiance en moi et l'estime et tout ça. Et j'étais revenue parce que mon contrat se terminait fin mars. Donc je m'étais dit: «Si je reviens pas, je vais perdre mon travail». Donc là, je suis revenue et ce qui m'a valu une prolongation d'1 an. De Donc ton CDD, ouais, c'est ça? c'est ça. Donc j'ai eu un nouveau CDD d'1 an. Comment tu l'as vécu? Franchement pas très bien parce que je me suis dit, que CDI je l'aurais jamais. Donc je pensais vraiment que pour moi c'était vraiment compliqué. Mais en même temps, j'avais pas d'autres pistes. Enfin, je m'étais investie pendant 5 ans, donc je m'étais dit: «C'est ici que je veux rester». Enfin, c'était un travail qui me plaisait au départ.
Ça m'amène une question qui est assez Mmh. récurrente pour toutes les Oui. je sais, c'est tout le monde à chaque fois dit: «Mais pourquoi t'es pas quitté? Pourquoi t'es pas parti chercher autre chose?» Qu'est-ce qui fait que tu pas lâché l'affaire avec eux et tu t'es dit: «Bah, allez salut, je vais voir autre chose, quoi»? Hem, mmh, déjà mon âge, je pense. Ouais. Arrivé à cet âge-là et entendre, une collègue me dire, que mon CV était vraiment tout sauf un modèle d'équilibre et que j'avais souvent changé d'employeur, j'avais quelque part besoin de me prouver et de prouver aux autres que non, j'étais pas un cas, anormal et que je travaillais bien et que j'avais envie de bien faire mon travail et d'être une bonne employée et voilà donc je voulais finir ma carrière là-bas en me disant: «Ben, j'aurai au moins la sécurité d'emploi même si j'ai pas un salaire mirobolant et si j'ai pas de responsabilité, tant pis, je m'assois dessus», même s'il y avait de la frustration énorme. Parce que je sais que je pensais avoir des compétences que j'utilisais pas, mais j'étais tellement habituée que je me disais: «C'est pas grave, de toute façon, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie, mais au moins j'ai un travail, un salaire à la fin du mois et puis c'est tout et ça payera juste les factures». Il Ouais. y a pas beaucoup de projets de vie derrière, on peut pas faire de projet, mais je m'étais habituée à ça. Et donc là, la perspective de reprolonger à 1 an en n'ayant pas la perspective, L'insécurité est toujours là, donc pour remonter la pente, bah, ça marche pas. On peut pas remonter la pente si on sait pas où on va. mmh. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai tenu comme ça pendant quelques mois et j'ai été mise en arrêt à nouveau, à temps plein. Et donc là, ça fait 8 mois que je travaille plus. Je sais plus comment ça se passe exactement en droit, mais Oui. quand tu es en arrêt de travail sur ta fin de CDD, je suppose que ça la liquide en même temps. Enfin, je suis pas certain qu'ils aient une obligation de te le déporter. Ah, Non du tout, il se termine, l'échéance ne change pas. Donc d'accord. l'échéance n'a pas changé, on arrive à la limite et en effet, il se terminera comme prévu. Évidemment, comme je suis pas là, il y aura pas de prolongation, hein. Mais de toute façon, j'avais refusé donc la nana m'avait dit, «Ça sera 1 an et puis, et peut-être qu'après, ce sera à nouveau une prolongation parce que, voilà, en gros, je dois faire mes preuves et tout» et là, je me disais: «Mais ça fait 6 ans que je suis là, donc les gens savent comment je travaille». J'ai été prolongée 3 fois. Je veux dire, à un moment donné, ça devient et là, j'ai dit: «Non, Ridicule, mais là, je mais marche ouais. pas». J'ai dit: «Moi, un prochain CDD, il y en aura pas, en fait et c'est pas possible, c'est le dernier pour moi». Après, du coup, c'est une boîte, alors dont l'activité principale est juridique ou pas juridique? L'activité principale, c'est du financement. Mais bon, du coup, avec un gros service juridique et du coup, qui est Mmh. très conscient de comment gérer aussi les fins de contrat, selon les Sans situations. aucun doute. Mmh. Tout à fait. Est-ce que tu as ressenti ça dans ton traitement à toi, ou ils veulent pas se mettre à défaut parce qu'ils savent que s'ils font certaines choses, bah, ça les implique dans d'autres circonstances et donc du coup, ils orientent les choses pour surtout pas être responsable de la situation, quoi? Ah mais totalement. Moi, je suis persuadée que cette, manière de conclure des CDD et donc de laisser des gens dans l'insécurité, c'est aussi une stratégie managériale que je ne cautionne pas du tout. Comment tu vois les choses et comment tu vois la suite pour toi, à travers, cet épisode vécu? Bon, la fin, parce que du coup ça a priori, bon, là, ça va se finir, avec eux. Oui. Comment, tu vois la suite de tout ça? Quelle perspective tu te donnes? Je pense que ça a mis un point final à mon statut de salarié. Je me vois plus du tout salarié nulle part. La confiance est partie. Et donc tu te vois, à ton propre compte et dans le même domaine ou c'est complètement Non, autre chose? non, dans totalement autre chose. Dans totalement autre chose. L'administratif, le purement administratif, c'est je pense que c'est plus pour moi. Et de l'entourage par rapport à toute cette période vécue? Alors, on a senti la mobilisation de ta famille quand même dans tout ça. Comment ça s'est est-ce que ça a amélioré vos relations? L'inverse? Comment c'est, toi Je et suis ton devenue entourage? plus proche de mes enfants et plus proche de certains membres de ma famille aussi, qui s'inquiètent vraiment. Jamais j'aurais pensé que vraiment ça touche à ce point, des personnes en me disant, «Il faut que tu tiennes le coup. Le travail, c'est pas ta vie. Il faut que tu changes d'optique. Il faut que tu changes de façon de voir les choses». Et c'est là que le diagnostic de neuroatypie entre en ligne de compte. C'est que quand je suis arrivée donc en premier arrêt de travail, j'ai cherché des pistes et je me suis dit que c'est vrai que mon comportement par rapport à d'autres, enfin mon comportement et ma perception émotionnelle, la façon dont je gère absolument tout est différente des autres. Et là, je me suis dit, il faut que je cherche. C'est pas possible, il y a forcément une piste parce que les relations humaines, c'est des choses qui se reproduisent un peu partout où je vais. Je me dis, je me trouve toujours celle sur laquelle on va taper, celle qu'on va mettre de côté, celle que je me dis, il y a quelque chose. C'est pas possible. Il y a quelque chose. On doit voir sur moi quelque chose de différent et donc on me met de côté parce que je dois être certainement différente. Et je me dis, je vais chercher. Je vais chercher et j'ai trouvé. Donc j'ai eu droit, voilà, à un suivi auprès d'un centre autistique qui m'a diagnostiqué au bout de plusieurs mois de tests et d'entretiens avec la famille, et cetera. Donc j'ai ça qui s'est ajouté. Est-ce que ça t'aide et est-ce que ça permet de mieux, toi, en tous les cas, apprendre à gérer les choses différemment ou de manière plus adaptée à toi, quoi? Enfin, je veux dire, est-ce que ça Alors j'ai t'aide? pris du recul depuis, hein, mais je dois Ouais. dire que le jour où le diagnostic est tombé, j'en ai pleuré.
J'en ai pleuré parce que je me dis, j'avais l'espoir que, le comportement que je pouvais avoir ou le fait que je sois plus distant, peut-être un peu moins sociable, ça pouvait être lié à des traumas du passé ou mon enfance ou quoi et que donc ça se soignait. Et quand on m'a dit ça, je me dis: «Mais ça se soigne pas». Je veux dire, ça veut dire que je vais rester tout le temps comme ça et là, j'avoue que ça m'a fait, je me suis pris un mur en me disant: «Mais en fait, ma vie, ça va être ça? Ça va être des problèmes récurrents? Ça va être» donc ouais, sur le coup, ça a été dur. Et est-ce que ça l'est du coup ta vie? Est-ce que ce n'est que ça ou il y a quand même d'autres choses? Et ben maintenant, ça va beaucoup mieux parce qu'entre-temps, j'ai rencontré des personnes comme moi. Donc du coup, ça va beaucoup mieux. Je suis en contact avec des groupes qui sont TSA comme moi, qui sont au potentiel comme moi, parce que donc depuis, j'ai fait aussi le test Vice et donc j'ai su que qu'il y avait un peu trop de résultats favorables à des tests mathématiques, logiques, etc. Je me suis dit bon, bah je comprends, voilà pourquoi j'ai des forces dans un certain domaine, mais du coup, je suis très faible socialement. Et voilà, donc je rencontre maintenant, j'ai des contacts réguliers avec des gens comme moi et c'est vrai que ça m'aide énormément, forcément. L'hypersensibilité, enfin tout. Je veux dire, je me sentais vraiment très seule. Maintenant, je me sens un peu moins seule. Qu'est-ce que tu regardes dans le passé en te disant: «Tiens, j'aurais voulu que ce soit complètement différent et ça aurait pu l'être, mais finalement, je suis bien contente de comment ça a été»? Alors aujourd'hui, il y a des jours où je pense que c'est une opportunité pour moi de perdre ce travail. Mmh. Parce que j'aurais jamais eu le courage de partir. Il y a vraiment cette dualité en moi qui fait que je reste dans un endroit parce que c'est ce que la société attend de moi et que je dois pas faire de vagues et même si je suis malheureuse. Et aujourd'hui, je me dis que ça me donne le cran de faire enfin ce qui est bon pour moi. Et c'est une grande chose quand même, c'est pas rien. Ouais, c'est sûr, ouais. Mais après, c'est vrai que le travail, c'est beaucoup de choses, mais plein de choses aussi sont possibles par le travail et heureusement qu'on ne s'enferme pas, qu'on n'est pas obligé de s'enfermer en tous les cas dans une activité et qu'il y a d'autres choix qui s'offrent à nous. Des rencontres aussi permettent de faire les choses. C'est sûr que là, la traversée qui a été la tienne, elle est quand même très puissante. Mais elle a remis beaucoup de choses en question parce que je savais de moi que j'étais perfectionniste, que je prêtais beaucoup attention aux détails et que j'étais une idéaliste. Je le Mmh. suis toujours, mais je sais qu'aujourd'hui je dois oublier, je veux dire, je changerai pas le monde. Et même si j'aurais bien voulu faire comprendre Ouais. aux gens que ce qu'ils font, ça a des conséquences affreuses sur certaines personnes, mais je sais que je pourrais rien faire. Donc quelque part, c'est à moi je vais pas dire m'endurcir parce que j'y arriverai jamais. Ouais. Pour l'instant, je fuis beaucoup les gens parce que j'ai un vase toujours plein, donc je pourrais pas remplir avec autre chose. Je dois déjà décharger un peu. Mais oui, je changerai pas le monde et j'ai changé d'optique. C'est ma perception qui doit changer aussi. Tu vois, c'est ton témoignage et si tu avais quelque chose que tu aurais voulu dire aux autres ou dire à des gens, soit dans la même situation ou des gens qui ont été responsables de ta situation, qu'est-ce que tu dirais ou qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? De s'écouter. Il y a Mmh. une intuition. En anglais, ils appellent ça le gut feeling. Il y a quelque chose qui se passe dans le ventre. Le fait qu'on n'est pas à sa place, on le sait. On le sait et on doit suivre son instinct. Je pense que si je m'étais écoutée, j'aurais pu partir avant. Pourquoi attendre que ça en vienne à ce point? Et voilà, cet épisode arrive à sa fin. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce témoignage vous aura touché, fait plaisir ou simplement parlé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre sur LinkedIn ou Facebook pour rester connecté. Prenez soin de vous et à très vite.